Pause. Une parenthèse bien-être avec les éditions Le Duc, présentée par Nathalie Lefebvre. Bienvenue mes très chers auditeurs pour ce deuxième épisode de notre émission Pause en partenariat avec les éditions Le Duc. Je suis ravie, j'ai toujours le cœur qui palpite un petit peu quand l'épisode se lance parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet merveilleux mais on va surtout faire la rencontre d'une femme qui m'a beaucoup touchée, beaucoup parlé, beaucoup émue à travers son ouvrage Un cancer pas si grave, c'est aux éditions Le Duc évidemment, journal de bord d'une année particulière. Bonjour Géraldine Dormoy. Bonjour Nathalie Lefebvre. Alors chère Géraldine, si tu le veux bien, j'ai envie de démarrer par la lecture de ton prologue que je trouve merveilleux et qui introduira peut-être notre sujet. Et on parlera évidemment tout au long de cette émission de cette année que tu as vécue en rapport avec la maladie, de tout ce que ça a pu transformer de positif en toi. Oui. Voilà, donc un vrai message d'espoir, de résilience. Et ce prologue est juste merveilleux. Et juste avant de démarrer, je tenais à te dire, ton écriture est fluide, elle est belle, elle fait du bien. Donc merci pour ça. J'enfile ma chemise sur ma peau nue. J'ai choisi l'une de mes préférées, en soie, imprimée de petits zèbres ocre sur fond noir. L'étoffe se pose délicatement sur mes épaules. Je la boutonne, en rentre les pans dans mon jean, ajuste le col face au miroir de la salle de bain. Dans le salon, Gustave mange son pain au chocolat, en imitant un train. Montélimar, 2 minutes d'arrêt. Je scrute mon reflet avec curiosité. Me tourne du côté plat, puis du côté à peine bombé. Mon sein droit est si menu qu'il ne fait qu'un infime renflement sur ma chemise. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai décidé d'aller travailler sans soutien-gorge, ni prothèse. Personne ne remarque la différence, m'a affirmé Noélia, une ancienne malade 2 jours plus tôt. Son aisance m'a convaincue. Avant elle, je n'avais jamais vu une femme oser présenter son buste autrement que comme le modèle attendu. Je me maquille légèrement, savoure mon petit déjeuner avec mon fils, range la maison. Mes gestes sont précis, rapides, rodés par des centaines de matins pressés. Une seule différence, à chaque mouvement, une impression de liberté. Plus de bretelles qui glissent, d'élastiques qui remontent, de silicone qui colle à la peau. Seulement la caresse du tissu sur ma cicatrice. Je ne sens même pas mon sein bouger. Je retourne me regarder dans la glace, scrute mon torse, mi-fille, mi-garçon. Son ambiguïté me trouble et me ravit. Je n'ai plus rien à cacher, plus rien à prétendre, mais j'ai le choix. Si j'ai envie de rentrer dans le rang ou de forme sous une robe moulante, j'ai ma prothèse. J'ai déjà changé de posture. Sûre de moi, ancrée dans ma nouvelle androgynie, je me tiens à la lisière de ma féminité. Elle reste énigmatique, je l'observe, je suis en paix avec elle. Merci. Merveilleux, merci à toi. Géraldine, raconte-nous peut-être, alors avant de démarrer ce fameux jour où tu réalises que tu es atteinte d'un cancer, quel est ton rapport à ta féminité jusqu'alors ? Ouh là là, on démarre par des sujets vastes et profonds. Mon rapport à ma féminité, je pense que globalement, j'étais plutôt en paix avec ma féminité. J'avais pas de problème majeur. Je m'acceptais dans ma féminité. C'était plus dans mon rapport au corps spécifiquement que c'était plus compliqué parce que je m'acceptais moins. J'acceptais moins mes formes. J'acceptais moins des réactions que je ne comprenais pas forcément face à la nourriture. Mais la féminité en soi, j'avais les cheveux assez longs aux épaules. Je me maquillais tous les matins sans que ce soit excessif, mais ça faisait partie des gestes dont j'avais l'habitude. Ma maman m'avait appris que c'était une sorte de politesse envers les autres. Et pour moi, c'était ça, la féminité. C'était un ensemble de gestes que je reproduisais d'une manière harmonieuse et qui ne posait pas de problème. Une féminité quelque part construite aussi par la société, peut-être ses dictats, peut-être comme tu dis aussi la transmission maternelle, peut-être des femmes de notre lignée. On a tendance avec les apparats, à avoir peut-être une version un peu manucurée de nous-mêmes. Oui, et c'est aussi que ma maman a elle-même un rapport, j'ai l'impression, apaisé à sa propre féminité, ce qui a sûrement aidé, et qu'elle m'a transmis un amour du vêtement. Et donc moi, la féminité passe beaucoup par le vêtement. Sentir l'étoffe sur ma peau, comme je le dis dans les premières pages, mais j'en parle aussi par la suite, c'est sentir une jupe, voir le tissu sur notre corps dans la glace, tout ça m'a permis de construire une relation plutôt
simple, enfin peut-être pas simple, mais en tout cas agréable. Essentiel avec cette féminité. Alors cet ouvrage, comme je l'ai dit, c'est un petit peu un journal intime, on rentre dans ton intimité et tu racontes un an justement où tu découvres que tu as un cancer. Pour les auditeurs qui évidemment auront très envie de lire le livre par la suite, mais explique-nous peut-être ce jour où tu apprends que tu es touchée par un cancer. Alors ça se fait par étapes. J'ai d'abord appris que j'avais un problème. Je suis allée faire une mammographie de contrôle, j'avais 41 ans, aujourd'hui j'en ai 43. C'est assez jeune pour faire des mammos, mais j'ai des seins j'avais des seins qui étaient denses, ce qui veut dire que on ne peut pas sentir à la palpation s'il y a une grosseur, même un professionnel de la santé. Et donc mes gynécos m'avaient toujours recommandé de faire des mammographies régulièrement depuis 35 ans. Et c'est ce que je faisais. Et donc pour moi, c'était pas, j'avais pas de peur particulière. Je le faisais vraiment comme une formalité. Sauf qu'au moment de la mammographie, le radiologue m'a dit il voyait quelque chose et qu'il fallait faire une biopsie pour analyser ce qu'il y avait dans mon sein. Et donc là, on quitte les rails de la normalité pour aller vers quelque chose de complètement inconnu. Je ne savais même pas ce qu'était une biopsie, ce qui est donc un prélèvement dans le sein grâce au moyen d'une grosse aiguille. On me l'a faite dans la foulée. Et en fait, la biopsie a été tellement longue et tellement laborieuse que je me suis dit, non, mais là, j'y connais rien, mais vraiment, je sens que ça doit quand même être sérieux parce que je sentais que les cellules étaient récalcitrantes, en fait. Et puis rien que l'acte chirurgical d'enfoncer une aiguille, comme tu dis, aussi importante, est-ce que ça c'est déjà un peu choquant, traumatisant? Non, en plus je suis tombée sur des médecins très professionnels et qui n'étaient pas effrayants outre mesure. J'ai pas envie d'effrayer du coup les auditeurs. Une biopsie, elle peut très bien montrer que il y a quelque chose, mais qui n'est pas cancéreux. Donc non, à ce niveau-là, c'était plus parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal dans mon corps, très anormal. Et une semaine plus tard, le verdict est tombé et c'était effectivement un cancer. Avec la sensation, peut-être dans cette période-là de ta vie, qu'il y avait quelque chose qui se jouait, est-ce que tu ressentais, peut-être émotionnellement, une période un peu plus compliquée à traverser? Oui. Je pense qu'à cette époque-là, je ne faisais pas encore de méditation, pas encore de yoga, donc je n'étais pas aussi connectée à moi-même que je le suis aujourd'hui. Mais j'avais quand même fait une psychothérapie analytique depuis près de 20 ans. Donc le côté connexion à l'esprit, c'était bien... Intellectuellement, tu avais compris? Intellectuellement, j'avais déjà fait pas mal de ménage. Et je sentais que j'avais des problèmes que j'avais essayé de résoudre par plein de manières et que ils étaient toujours là. Donc j'avais un rapport au stress qui était compliqué. Je me stressais pour des choses, en particulier dans le travail qui n'en valait pas forcément la peine, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Et j'avais un rapport à la nourriture qui était également compliqué. C'était depuis l'adolescence que j'avais des troubles du comportement alimentaire avec des crises de boulimie, des compulsions. Ça allait de mieux en mieux parce que j'avais compris beaucoup de choses, parce que j'avais essayé pas mal de méthodes. Mais je mangeais quand même encore beaucoup trop de sucre pour ce que mon corps pouvait supporter. Ça n'était même plus une question de... Il y avait évidemment la question de la prise de poids, mais j'avais un poids tout à fait normal. Donc c'était plus que je sentais que je poussais mon corps à bout et que mon corps n'en pouvait plus, puisqu'il avait il m'envoyait des signaux de plus en plus flagrants. J'avais des maux de tête, j'avais des maux de ventre, j'avais des coups de déprime. Ça n'allait pas du tout. Et quand ce cancer s'est profilé, je me suis dit, eh ben voilà, il y a forcément quelque chose de lié. Donc on ne parle pas de cause. Le cancer reste très mystérieux et à l'époque et encore maintenant, ça reste la même chose. J'ai aucune idée de pourquoi est-ce que j'ai développé ce cancer, mais je suis convaincue que ce rapport au sucre a été un des facteurs déclencheurs.
Oui, tu as peut-être vu la somme de comportements. Alors c'est vrai que tous autant que l'on est en tant qu'humain, on a besoin souvent de béquilles à des moments parce qu'émotionnellement on sent un vide à l'intérieur de soi et qu'on a besoin de le remplir. Il y a mille et une manières de le faire. Ce que tu décris, c'est qu'à un moment donné, le cancer te tombe dessus et tu te dis, bon, bah, c'est peut-être la somme aussi de toutes ces habitudes de vie, pas forcément qui sont les meilleures, ce rapport peut-être justement à un stress qui est compliqué. Et puis, parfois, on est comme ça en tant qu'humain, c'est qu'on a besoin d'avoir peut-être une nouvelle importante pour pouvoir faire bouger ça. Justement, quand tu apprends que tu as ce cancer, comment tu réagis déjà? Quelle est ta première réaction, Géraldine? La première, c'est de la peur. Parce que même si je suis prise en charge par de très bons médecins, eux, comme les analyses n'ont pas encore été faites, ils ne peuvent pas me donner un diagnostic précis, et donc je ne sais pas à quel point ton cancer est grave. Alors, je peux même pas encore parler de cancer puisque ça n'était pas encore un cancer, mais ces cellules, est-ce que c'est grave ou pas? On pense évidemment à la mort. C'est le seul moment où vraiment la mort m'a beaucoup préoccupée. C'est cette semaine d'incertitude, parce que j'ai la chance de ne pas être trop préoccupée par la mort. C'est quelque chose qui évidemment me dépasse, comme nous tous, et j'y pense évidemment, mais j'arrive à ne pas trop y penser. Sauf que cette semaine-là, j'ai confronté. La mort s'est bien rapprochée et forcément on remet toute sa vie en perspective et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Je pensais à mon mari, à mon fils. J'ai un fils de 8 ans, il avait 6 ans à l'époque. Donc je pense à ma famille, à mes parents. Mon père a été soigné pour un cancer de la prostate au même moment. Donc j'avais plusieurs personnes dans ma famille qui avaient un cancer ou qui venaient de mourir d'un cancer. Donc alors que je n'avais pas du tout d'antécédents familiaux de cancer du sein, le cancer était quand même présent dans l'histoire, comme dans toutes les familles, je pense, en tout cas au moins occidentale. Donc tout ça était bien emmêlé dans ma tête. Donc une semaine, évidemment, qu'on peut imaginer de chaos vraiment intérieur. Qu'est-ce qu'il en résulte assez vite? Donc quand on te fait le diagnostic final, quand on te donne un plan de traitement, comment tu réagis face à ça? Est-ce qu'il y a une force de vie en toi qui naît et qui te dit, bon, on va faire face à cette maladie? Je pense que j'ai pu voir que j'avais une force de vie qui était bien là, mais ce qui m'a le plus soutenue au moment où j'ai appris la nouvelle, c'était le médecin qui me l'a appris, parce que on est complètement, en tant que patient dans ces moments-là, on est complètement soumis à ce que au message que nous envoient les médecins, et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était très humain, qui ne s'est permis absolument aucun commentaire sur la situation. Il s'en tenait aux faits et en même temps il s'est tout de suite montré rassurant. Donc le type de cancer qui me frappait était à ses yeux quelque chose qui allait perturber ma vie pendant 1 an, qui allait faire qu'il y aurait des moments qui ne seraient pas faciles, mais je finirais par retrouver une vie normale, m'en sortir, mes jours n'étaient pas en danger, et c'est ce qui fait qu'il m'a mise sur les rails de la guérison dès ce moment-là. C'est absolument crucial. Moi qui maintenant suis en contact avec beaucoup de femmes qui sont malades ou qui ont été malades, on se confie nos histoires, et je vois à quel point ça amorce une histoire complètement différente quand on tombe sur quelqu'un qui se montre moins rassurant ou qui est moins prévenant. C'est vrai que j'avais envie de rebondir aussi un petit peu parfois au manquement du corps médical allopathique face notamment au fait d'apprendre ce genre de nouvelles aux patients. Parfois ça manque évidemment de forme, de bienveillance. Il y a beaucoup de cas où on sent même des violences médicales. Et donc aujourd'hui, alors c'est pas jeter la faute aux médecins, je pense qu'ils sont eux-mêmes pris par un stress énorme, par des enjeux importants à réaliser chaque jour. Mais finalement c'est bien que tu pointes ça du doigt, parce que la bienveillance avec laquelle et la forme avec laquelle on t'amène cette nouvelle, ça t'aide directement en fait, ça crée comme une croyance positive de
ok, c'est 1 an de ma vie, je vais vivre comme un voyage particulier que j'ai pas choisi, mais je vais finir par m'en sortir et peut-être même grandir. Est-ce que c'est ça qui te traverse ? Juste pour revenir sur les médecins, je pense qu'on entend beaucoup parler de violence médicale et c'est très bien que ce soit dénoncé. Mais là encore, je veux pas non plus effrayer les gens bien portants et qui se demandent si un jour ils en ont, comment est-ce que ça se passera pour eux, parce que je pense que dans l'immense majorité des cas, ce sont des professionnels qui font un travail extraordinaire et j'en avais parlé, moi, avec mon chirurgien, parce que lui aussi a eu des nouvelles à m'annoncer, puisque c'était le coup de la mastectomie, le coup de la chimiothérapie après. Et j'avais été étonnée à quel point il savait mettre les formes pour m'en parler. Et je lui avais demandé s'il était formé à ça. Et il m'avait dit non, on n'est pas formé. En revanche, il y a un système de compagnonnage qui fait que si la personne qui nous a appris les choses l'a fait avec la préoccupation du patient, eh bien évidemment que on acquiert cette présence et cette considération à notre tour. Donc je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui sont comme ça, heureusement. Bien sûr. C'est ce médecin qui t'a suivi par la suite ? Oui, alors en fait, j'avais un bataillon de médecins. Donc, j'avais ce chirurgien qui m'a suivi et qui m'a aussi aidé dans la rédaction du livre, puisqu'il a accepté de le relire. Mais j'étais aussi accompagnée par un cancérologue, par mon psychiatre qui me voyait donc déjà avant, par une micronutritionniste. Tout ça a fait que, je pense que j'ai la chance d'habiter près de Paris et d'avoir accès à des médecins que j'ai pu choisir et je me suis appuyée sur ces ressources-là énormément. J'avais vraiment pleinement confiance en eux. Qu'est-ce que tu as commencé à transformer, à modifier dans ta vie pendant ce processus justement de guérison ? Le premier changement, ça a donc été l'arrêt du sucre raffiné, immédiat. Je pense que j'ai décrété que c'était un signe qui m'était envoyé de je ne sais où. Est-ce que c'était mon corps? Est-ce que c'était le ciel? Peu importe. Mais en tout cas, j'ai pris ce cancer comme un signe que le sucre était comme la cigarette. J'ai arrêté la cigarette et je sais que je ne reprendrai jamais la cigarette parce que sinon je mourrais d'un cancer du poumon. Avec ma tendance aux addictions, même si j'ai jamais pris d'autres drogues que ça, mais je connais mon penchant naturel et donc pour moi c'est l'abstinence. Donc le sucre, il me fallait c'est tout ou rien en fait. C'est tout ou rien et je sais qu'on est dans une société où on diabolise le fait d'interdire des aliments. Moi, c'est pas une question de les interdire, c'est simplement qu'il y a un moment où je respecte ce que mon corps essaye de me dire et mon corps m'a clairement signifié plus de sucre, eh bien, ce sera plus de sucre. En tout cas, raffiné, je continue de manger des fruits. Mais ça a été le premier gros changement. Et puis après, ça a été une sorte de réaction générale où j'en ai discuté avec mon mari et je lui ai dit que puisque j'étais embarquée dans cette histoire, j'allais essayer d'en tirer l'expérience la plus positive possible et donc j'allais essayer des choses, j'allais essayer tout ce qui était possible pour faire du bien à mon corps puisque il avait besoin d'aide et que j'ai jamais cru que ce cancer m'arrivait par hasard. Donc je voulais essayer de comprendre comment éviter que ça recommence. Je pense que dès les premiers temps, je me suis projetée dans l'après-cancer pour savoir comment est-ce que... déjà comprendre aussi comment le processus du cancer, parce que au moment où j'ai compris que un cancer naît quand des cellules se rebellent en fait, quand les cellules ne sont pas d'accord les unes par rapport aux autres, quand la police n'arrive plus à les contenir. Pour moi, je l'ai vu comme une image d'anarchie cellulaire. D'anarchie cellulaire et d'anarchie au-delà des cellules, quelque chose des nœuds qui n'étaient pas résolus en moi et qui nécessitaient un examen, qui nécessitait de me pencher dessus et de me dire bon, comment est-ce que tu apprends à faire autrement parce que là, ça ne marche pas. Ce qui est puissant dans ce que tu dis, c'est qu'on sent que dès le départ, tu t'es pas sentie victime
Ce qui est rare pour des gens qui sont malades et touchés par une maladie ou par un accident, c'est que souvent le premier réflexe c'est de se dire mais pourquoi moi ? Mais finalement c'est aussi ce même réflexe qui nous empêche de comprendre qu'on a peut-être un levier d'action. C'est-à-dire que si on devient responsable, on a un levier d'action pour transformer les choses et donc guérir. Ouais, je ne me suis jamais sentie victime parce que ce cancer, c'est mon corps qui l'a développé et mon corps c'est moi. Donc pour moi c'était à moi et c'était à moi d'essayer de comprendre ce qu'il se passait, mais c'est très vrai et c'est ce qui le fait de ne pas se sentir victime et de se sentir actrice de la maladie m'a aussi permis d'aller plus facilement vers la guérison parce que ok, j'étais prise en charge par des médecins et c'était très rassurant, mais je savais aussi d'emblée que ça ne suffirait pas. Je n'ai jamais voulu me reposer que sur les traitements médicamenteux. Je me suis toujours dit que les médicaments, c'est surtout, enfin pour le cancer, c'est du bazooka. On a besoin de ça pour guérir. Mais il y a des dommages collatéraux, il y a des effets secondaires. Il y a des effets secondaires. Enfin, il y a forcément besoin d'un autre accompagnement. Et ça, je savais aussi, pour en avoir discuté avec des personnes concernées, que ça n'était pas du ressort de mon chirurgien ou du cancérologue. Ils avaient beaucoup trop à faire avec les traitements lourds pour pouvoir m'expliquer le coût des cellules ou pour pouvoir me dire quoi manger. Ça, c'était à moi de faire ça de mon côté. En revanche, ils ont quand même les deux eu une validation importante, c'est que moi je faisais déjà du sport, je courais tous les matins une demi-heure et je n'avais aucune envie d'arrêter au moment des traitements. Je leur ai demandé si c'était possible de continuer. Ils m'ont dit, ils ont vraiment abondé en me disant que c'était très important de continuer ou de commencer à faire du sport quand on a des traitements contre le cancer. Et donc, si j'étais suffisamment en forme, je pouvais continuer. Et c'est ce qui a été le cas et c'est ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Donc changer d'alimentation, l'éviction du sucre, le sport que tu pratiquais déjà. Tu dis que tu t'as testé pas mal de choses. Est-ce que tu pourrais peut-être donner à des gens qui écouteraient cette émission, qui eux-mêmes sont peut-être touchés par le cancer ou ont des gens autour d'eux, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment faire du bien justement à notre corps notamment? Je pense que le plus accessible et le plus important, c'est la méditation. On peut, si on a un téléphone portable, on télécharge Petit Bambou et les premières séances sont gratuites. Et moi, dès les premières séances, j'ai senti que quelque chose se passait et que j'avais résisté tant que j'avais pu à la vague de la méditation parce que je ne sais pas encore pourquoi, j'ai jamais compris. Je m'opposais, enfin j'étais dans la résistance, je croyais vraiment que c'était pour les autres et pas pour moi. Il n'empêche que ça m'a tout de suite soulagée, j'ai tout de suite senti que ça me permettait de laisser filer des pensées qui tournaient en boucle dans ma tête et ça laissait le champ libre à d'autres pensées d'émerger alors qu'elles restaient coincées avant. Au-delà de la conscience. Donc ça c'est le plus important et après c'est de continuer parce que la méditation c'est uniquement de la pratique, donc d'en faire un petit peu tous les jours, ça je pense que c'est très accessible et c'est s'accorder quelques minutes pour soi. Et dans le prolongement de la méditation, il y a le yoga, puisque le yoga a quand même pour vocation de favoriser la méditation. Donc là encore, c'était quelque chose auquel je pense que je ne me l'autorisais pas. Et quand je l'ai découvert, ça a été une révélation. Et j'en ai essayé de plusieurs sortes. Et le Kundalini Yoga a été celui qui finalement m'a le plus plu, sûrement parce que j'ai été aidée par mon amie Lily Barbery qui m'a bien mis le pied à l'étrier en chassant au fur et à mesure de nos discussions toutes mes réserves quant à l'aspect ésotérique de la discipline. Mais c'est ce qui m'a permis et qui continue de me permettre de me connecter le mieux possible à mon intuition profonde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment gagné dans ces mois où j'ai eu plus de temps pour faire moins de choses et être plus dans l'être que dans le faire et dans l'avoir.
J'allais dire d'être peut-être moins dans l'intellect, parce qu'on parfois on a besoin de comprendre. Et d'ailleurs, il y a des cours de yoga où il y a des professeurs qui expliquent ce qui se passe même dans le corps. Et il y a des gens qui en ont besoin et d'autres au contraire qui vont juste vivre les choses. Ce qu'on peut ressentir, et j'imagine que tu l'as ressenti, c'est que la première fois qu'on fait un cours de yoga, on ressort et on sent qu'il y a quelque chose qui a circulé. Oui, justement, on peut arriver avec du stress, de la colère, des émotions un petit peu bloquées, et puis sentir que 1 heure plus tard, il se passe quelque chose quand même dans le corps qui est assez merveilleux. Oui, je n'avais absolument pas conscience avant des énergies. C'est quelque chose que j'ai l'impression de ressentir, et vraiment physiquement, bien mieux depuis que je fais du Kundalini. Et ça change tout, parce que ça change l'appréhension, enfin la façon dont on accueille tout ce qui nous arrive, la façon de tout ce qui se passe dans une pièce. Et donc, ça nous prévient aussi. Il y a des moments où on est beaucoup plus à l'écoute de signaux positifs ou négatifs, et on peut s'y adapter beaucoup plus facilement. Donc, ça tient du réflexe de survie presque. Et c'est rassurant de savoir qu'on peut aussi compter là-dessus et se faire confiance. Ce sont des choses, il y a quelques mois, pour moi, c'était du chinois. Et puis peut-être apprendre à dire oui et non. Je trouve que dans la vie, c'est important, et que parfois on laisse beaucoup d'énergie, comme tu dis, graviter autour de soi. Il y en a certaines avec lesquelles on est très en accord, et là c'est important de dire oui, et d'autres au contraire où c'est bien de fermer la porte, pas contre les autres, mais pour soi. Finalement, c'est comme ce que tu disais pour le sucre, c'est que t'es pas en train de dire aux gens arrêtez tous le sucre raffiné, tu parles simplement de ton expérience, à dire c'est pour moi. Moi, j'ai senti que mon corps à un moment c'était non, et c'était hors de question de continuer à mettre ça dans mon corps à moi, en fait. Oui. Donc je trouve ça intéressant avec les énergies de pouvoir aussi simplement apprendre à dire oui et non. Oui, et au-delà des énergies, ce côté oui-non, c'est le fait d'avoir identifié ses limites et de savoir les marquer, et suffisamment fermement pour que les autres les perçoivent aussi. Quand on a des limites qui sont clairement définies, on n'a même pas besoin de les brandir aux autres, parce qu'ils les sentent d'emblée. Et ça change beaucoup de choses. Moi, je connais très peu de gens qui ont eu un cancer et qui continuent de se laisser emmerder. On a une urgence d'être bien. Oui, et puis surtout, moi, comme je sais que le cancer risque de revenir si il y a trop de négativité, si il y a trop de stress, il faut que je fasse sans stress. Donc, comment je fais sans stress ? Je refuse le stress des autres. Donc, j'y arrive pas toujours, et je sais aussi qu'on est capable de vivre avec une certaine dose de stress. Mais j'ai une vigilance qui est bien plus importante qu'elle ne l'était par le passé, où j'en étais presque à valoriser le stress, parce que ça signifiait que je travaillais dur, je me décarcassais, et donc c'était bon signe, c'est que mon comportement allait être validé par mes chefs, et je suis sortie de ces schémas-là. Et de mettre à distance toutes ces sources de pollution qui sont vraiment diverses. Autant faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on se met sur la peau, nous les femmes, où l'offre esthétique est tellement vaste, mais justement peut-être de choisir. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur, par exemple, tu découvres ce que sont vraiment les cellules cancéreuses, qu'est-ce que ça fait dans notre corps. Moi, je réalise qu'en fait, dans notre éducation, on nous a pas appris vraiment comment fonctionnait notre corps, et c'est vraiment dommage, parce qu'adulte, il se passe des choses en nous. Alors parfois, on peut juste comprendre que notre foie sert à ça, et qu'à une certaine période de l'année, il peut avoir envie juste de peut-être se désintoxiquer un petit peu. Enfin, simplement connaître les fonctionnements physiologiques, pas devenir évidemment comme un médecin qui aurait appris ça pendant 10 ans, mais simplement mieux se connaître. Est-ce que ça t'a permis ça aussi, de mieux te connaître, peut-être physiologiquement, mais évidemment plus globalement? Oui, sûrement. Après, moi, j'ai une capacité d'oubli. Là, je parlais des cellules, mais pour moi, ça reste encore très imagé, enfantin. Enfin, c'est pas du tout des connaissances techniques. J'avais du mal à lire les comptes rendus des opérations. Enfin, j'en ai eu 2, mais de mon propre cas, et je saurais même pas décrire mon cas de cancer en détail. Mais ça n'empêche pas effectivement une meilleure connaissance de soi,
et presque une conscience de soi. La Bible de toutes les personnes qui sont atteintes par un cancer, je pense que c'est Anti-cancer de David Servan-Schreiber, et il explique bien les types de méditation et le fait de pouvoir... alors je crois que c'est lui, parce que j'ai lu plein de trucs. T'as Revivre aussi de Guy Corneau. Voilà, peut-être que c'était Revivre qui était très bien aussi, peut-être que c'est John Kabat-Zinn avec l'éveil des sens, mais en tout cas, il y a... cette chose que j'ai bien enregistrée, qui est que pendant la méditation, un type de méditation peut être d'essayer d'imaginer ses organes. C'est le scan corporel, mais d'aller jusqu'à imaginer organe par organe. Et bon, ça reste complètement abstrait, et évidemment que je ne peux pas sentir mon foie comme ça. Enfin, en tout cas, j'en suis pas là. Peut-être que des gens qui méditent depuis 15 ans ou 20 ans, c'est le cas, mais pas moi. Mais le simple fait d'essayer, ça permet de visualiser, ça permet d'être dans des rapports plus harmonieux. Donc moi, je pense à ce sein qui reste, parce que se pose évidemment la question de est-ce que je risque d'avoir quelque chose dans l'autre sein, et j'essaye de le visualiser le plus en bonne santé, et jusqu'à ce que peut-être on me dise que c'est pas le cas, mais pour moi ça c'est du même ordre. On est dans cette meilleure connaissance de soi et de son corps. Avant, je pouvais passer vraiment plusieurs jours avant de détecter que j'avais une douleur au cou ou une douleur musculaire. Aujourd'hui, à partir, je pense qu'à la seconde où quelque chose survient dans mon corps de pas tout à fait normal, je le perçois immédiatement. Et ça, c'est à force d'écoute de soi. Ton niveau de bonheur, est-ce qu'il a augmenté entre l'avant-cancer et l'après? Oh là là, moi je raisonne pas en termes de bonheur. C'est pas du tout... j'ai pas ces ambitions-là, comme dirait Karl Lagerfeld, ou comme il le disait. Non, c'est pas... C'est beaucoup trop abstrait pour moi, le bonheur. Il y a beaucoup plus de joie. Donc il y a des poussées de quelque chose de très positif qui m'habite, et ça, c'est... Il y a beaucoup moins de voile à ça. Enfin, j'avais quand même un tempérament où j'étais de nature... je suis de nature optimiste, mais je pouvais me laisser gagner par l'anxiété. C'est encore le cas, mais on ne change pas complètement de nature, même après un cancer. Mais c'est plus libre, tout ça. Alors c'est vrai que dans ce prologue que je voulais vraiment lire, on sent vraiment que ce rapport à ton corps aujourd'hui, comme tu le décris bien, il est plutôt pacifié. Oui. Tu t'es vite réhabitué à un corps différent, justement, notamment par rapport à tes seins, de pouvoir avoir une poitrine différente? Non, ça prend du temps. J'ai cru que je m'y étais habituée très vite, parce que j'ai été opérée, j'ai eu cette ablation, et 15 jours après, on avait fait l'analyse de ce qu'on m'avait enlevé, et on m'a dit qu'il fallait me faire de la chimio, ce que je n'avais pas du tout anticipé. Et en fait, la chimio, c'est un traitement tellement dur que pour moi, ça a un peu balayé la mastectomie. C'est que il allait falloir que je me prépare à quelque chose qui allait être tellement difficile que, le sein en moins, oui, ok, j'avais un sein en moins. On pouvait vivre avec un sein en moins. Finalement, je trouvais pas ça aussi moche que ce que je craignais. Mon chirurgien avait bien fait son travail. La cicatrice, elle était tout à fait acceptable. Elle me repoussait pas. Enfin, je la trouvais pas repoussante. Donc, j'ai repoussé tout ça dans un coin de ma tête où je pense qu'inconsciemment, je me suis dit on verra plus tard. Et puis j'avais la prothèse externe qui était très bien faite. Je la mettais dans mon soutien-gorge, et dans le courant de la journée, j'oubliais que j'avais un cancer, parce que déjà ça prend tellement de mois d'intégrer qu'on a vraiment un cancer, ça reste tellement abstrait que avec une prothèse, je passais à autre chose. Et en fait, c'est revenu bien après tous les traitements lourds, justement quand j'ai discuté avec Noélia, cette jeune femme qui avait eu un cancer et qui, elle, vivait sans reconstruction, sans
même de prothèses externes, et qui avait une petite poitrine comme moi. Je me suis rendu compte que c'était possible de ne pas porter de prothèses externes. Et ça a été une libération, ce que je raconte dans le prologue. En revanche, ce qui n'est pas dans le livre, parce que c'est survenu un peu plus tard dans le temps, c'est qu'il faut quand même s'habituer à se voir dans le miroir avec un sein en moins. Et tout d'un coup, me revenait le fait que, ah bah oui, t'as eu un cancer, et ça se voit. J'ai fait le choix de ne plus échapper à cette réalité-là visuelle, en fait. Et ça n'a pas été douloureux, mais ça a été quand même une étape, ça a été un deuil. Il a fallu que je reconsidère comment est-ce que j'allais m'habiller, puisque je trouvais que j'avais des vêtements qui ne tombaient pas toujours bien avec ce côté plat de la poitrine. Et je m'y suis faite, mais ça a été, ça demande du temps, et je pense que ça n'est pas fini. Mon cancérologue, il riait toujours un petit peu, enfin, il avait toujours un petit sourire quand je lui disais que je voulais pas me faire reconstruire. Il me disait oui, on en reparlera dans quelques années. Et il le sait peut-être mieux que moi. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir que je changerai la vie, mais ce sera peut-être le cas. On verra. Peut-être que ça évolue. De toute façon, il n'y a pas un jour où on n'est pas en train de bouger et d'évoluer. Ce que je ressens dans ce que tu dis, c'est peut-être de l'assumer d'abord dans son propre regard. C'est souvent ça dans la vie avec des parties de soi. C'est que quand le jour, nous, on pose de l'amour, déjà, il y a, à l'extérieur, ça fluidifie aussi. Oui, nous, et puis moi, il y a le regard de mon mari qui l'a accepté aussi. Ça a aussi pris du temps pour lui, parce que c'était quand même quelque chose de difficile. Il se trouve qu'aujourd'hui, ça ne semble plus lui poser de problème. Peut-être que, il s'en est accommodé avec lui-même. Hein. Il m'a peut-être pas, il n'a pas pu tout me dire, mais ça aide beaucoup aussi. Ce serait différent si j'étais beaucoup plus jeune, si j'étais célibataire, là, je suis dans un environnement qui me sécurise suffisamment pour me sentir bien comme ça. Oui, puis finalement, tu restes toi différente, comme on le disait, puisque à chaque instant on bouge, mais ça reste évidemment toi dans tout ce que tu possèdes de merveilleux. Et à aucun moment je ne me suis sentie moins femme avec un sein en moins, ou même avec... j'ai eu la chance de ne pas perdre tous mes cheveux, j'ai perdu à peu près la moitié de mes cheveux, donc ça me permettait de continuer à rester... à passer inaperçu dans la foule, mais j'avais les cheveux beaucoup plus courts, j'avais beaucoup moins de cils. Et même comme ça, oui, ma personnalité, ce que je suis, est beaucoup plus large que ça. On parlait tout à l'heure des ouvrages un petit peu de référence qui ont été écrits sur le cancer ou sur le trajet qu'on fait avec le cancer. C'était important pour toi d'ajouter une pierre à l'édifice justement après avoir traversé ce moment de vie particulier, de pouvoir en faire un livre et ensuite de le mettre entre les mains de tous les gens qui pourront aussi traverser ce genre d'histoire? Oui. Je vais être tout à fait franche, j'avais besoin d'écrire ce livre avant tout pour moi. Mais j'ai aussi été portée par le fait que j'étais en contact avec plein de malades et que je sentais que écrire ma perception des choses pouvait aider à ne pas être envahie par les nombreux récits très très durs qu'on a du cancer. On a déjà dans l'imaginaire collectif une idée du cancer qui est absolument terrifiante, qui est dramatique, parce que ça l'est beaucoup. Mon livre, je sais que le titre peut choquer certaines personnes parce que je dis que mon cas n'est pas aussi grave que ce que je craignais, mais je sais que le cancer tue. Et en revanche, on a la chance de vivre dans un pays où aujourd'hui, la médecine permet, quand les cancers du sein sont détectés suffisamment tôt, d'être bien soignés avec un confort de la patiente qui est absolument inédit. Même il y a 3-4 ans, ça n'était pas le même confort qu'aujourd'hui. Moi, je n'ai jamais vomi pendant mes traitements, pendant la chimio, et j'étais loin d'être la seule, parce que j'avais des médicaments qui me permettaient de
d'avoir des effets secondaires moins importants. Des nausées, ça continuait, mais enfin, j'y ai eu droit aussi, mais ça n'avait rien à voir avec ce que pouvaient décrire des femmes qui ont été malades il y a quelques années. Et je trouvais important de dire ça, parce que le cancer n'est pas toujours aussi terrible que ce qu'on a entendu. Et puis de porter, et je pense qu'on va peut-être conclure là-dessus, un regard vraiment aussi responsable. Et je pense que je vois que moi je fais de la radio au quotidien aussi pour donner aux gens, peut-être avant même de vivre des maladies ou des moments de vie difficiles, de pouvoir peut-être se poser les bonnes questions en amont. Bon, il s'avère que parfois dans la vie on a besoin aussi, comme on le disait, d'avoir des périodes de crise pour bouger et évoluer. Oui. Mais qu'en tout cas, si ça se présente à nous, autant en faire une opportunité, un tremplin, plutôt que de se dire, c'est que c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Oui, complètement. D'autant plus que quand on parle de cancer, ça n'a rien à voir de détecter un cancer suffisamment tôt et à un stade avancé. Même la médecine moderne ne peut pas tout. Et c'est là que ça devient très compliqué. Donc, on peut essayer de juste se voiler la face et se dire qu'on a trop peur de faire sa mammo pour y aller, mais ça ne sera que reporter dans le temps quelque chose qui sera de plus en plus difficile à gérer. Donc après, chacun fait comme il peut avec son histoire. Mais c'est intéressant ce que tu disais sur la mammo, puisque là on en parle beaucoup en ce moment avec Octobre Rose, et sur le fait qu'il y a certains seins où on peut pas détecter en fait en palpant, et donc ça je l'ignorais. Donc c'est aussi un message qui est déposé pour toutes les femmes une fois par an, de pouvoir aller contrôler. Oui, c'est-à-dire que l'autopalpation est très importante. C'est très bien de le faire. Ça permet de détecter beaucoup de choses, mais ça n'est pas suffisant. Et dans mon cas, ça n'aurait absolument rien changé. On ne sentait rien. Donc c'est d'où l'intérêt de la mammographie. Alors, ma chère Géraldine, si les gens ont envie de te découvrir et de repartir avec un exemplaire dédicacé, parce que c'est quand même un des grands bonheurs aussi quand on rencontre les écrivains, tu proposes plusieurs dédicaces à venir. Donc, il y a la librairie à Strasbourg, Quai des Brumes. Ce sera le vendredi 18 octobre à partir de 19h. Une, je crois, très, très importante à Paris, à la librairie ici, le mardi 22 octobre à 19h. C'est dans le 2e arrondissement. Oui. Peut-être un petit mot sur celle-là, parce que je crois qu'elle était... moi, je suis particulièrement importante celle-là. Et je remercie la librairie de m'inviter. Les moments de dédicace sont toujours importants pour moi, parce que de par le sujet, c'est l'occasion de rencontrer des personnes qui me suivent parfois depuis longtemps, mais aussi d'entendre leur histoire, parce que souvent ce sont des personnes qui ont un rapport à la maladie qui est particulier, et je pense qu'on se fait du bien en se racontant comment est-ce qu'on a appréhendé les choses, comment est-ce qu'on les a traversées, et même si ça reste rapide parce que on a peu de temps, il y a beaucoup de choses qui passent dans ces moments-là, et je suis toujours contente d'avoir l'occasion de rencontrer des lecteurs et des lectrices. Donc il y aura aussi Montreuil à la librairie Folie d'encre le 19 novembre prochain, et la librairie Le Comptoir des mots à Paris 20e. Les libraires ont toujours des noms de boutiques absolument extraordinaires quand même. Oui, il faut le dire. Inspirés. C'est très inspirant, ils sont très inspirés. Et tu es très inspirante, Géraldine. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Et pour vous, très chers auditeurs, courez vous procurer cet ouvrage, Un cancer pas si grave, journal de bord d'une année particulière aux éditions Le Duc. Merci beaucoup. Très belle journée à tous. Pause. Une parenthèse bien-être avec les éditions Le Duc, présentée par Nathalie Lefebvre.